Dans ce trésor, sorti de la 50e promotion de l'École nationale de police, elle est composée de 639 policiers. Cette cérémonie est placée sous le signe de la réconciliation nationale et la promotion porte le nom de Zéphirin Diabré, celui du ministre en charge de la réconciliation nationale. Les images de cette cérémonie dans un instant. Dans ce trésor également, crise au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le juriste Lassane Nikiema note des failles dans les textes de l'institution. La crise était prévisible pour lui. Vous l'entendrez défendre son point de vue dans quelques minutes. Et puis dans le secteur des infrastructures, le ministre Éric Bougma a lancé les travaux de réhabilitation des voies d'accès au port sec et l'avenue Chalon en Champagne de Bobo-Dioulasso. Avec un délai d'exécution de 4 mois, ces travaux vont coûter environ 2,5 milliards de francs CFA. Bonjour et merci d'honorer ce 6e rendez-vous de 13h sur Twi TV. Débuté le 19 juillet dernier, après une interruption de 4 années, la rencontre gouvernement et syndicats des travailleurs a pris fin ce 23 juillet avec une note d'insatisfaction du côté des centrales syndicales. En effet, plusieurs points de leur plateforme de revendication n'ont pas trouvé d'écho favorable auprès du gouvernement, a expliqué Abdoulaye Ernest Ouedraogo, président du mois des centrales syndicales. Je vous propose de l'entendre vous-même dans cet extrait. Aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est le cérémonial qu'on a respecté, mais le dialogue continue parce que nous n'avons pas été satisfaits par rapport à nos revendications et nous prenons le gouvernement au mot, qui reste disponible à la discussion et nous pensons que la discussion va continuer et nos points de revendication connaîtront des améliorations, sinon que présentement, il y a eu juste quelques points sur lesquels le gouvernement a accepté s'engager et nous comprenons aussi la situation. Comme nous l'avons dit dès le départ, nous sommes dans un contexte aujourd'hui que nous devons également tenir compte, savoir que nous voulons l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, mais le Burkina traverse effectivement une situation sécuritaire et nous, travailleurs, nous ne sommes que 600 000 dans le formel, nous devons aussi tenir compte de ça pour avancer. À la suite de cette édition sortie de promotion à l'École nationale de police, 639 élèves policiers sont aptes à servir leur nation. Après une formation intense de 2 ans, ces nouveaux policiers constituent la 50e promotion de l'École nationale de la police. La cérémonie de sortie de la promotion qui a eu lieu hier était placée sous le signe de la réconciliation nationale. Et la promotion elle-même porte le nom du ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré. Image avec Sanata Séré. Après une formation intense d'environ 2 ans, la 50e promotion de l'ENP, École nationale de police, est désormais apte à accomplir sa mission. En plus des enseignements théoriques qu'ils ont reçus, ces policiers sortant de l'ENP ont suivi chacun un examen terminal unique, exclusivement pratique, selon le directeur général de l'école. À l'issue de ces différentes évaluations, ce sont au total 639 élèves qui ont été retenus, avec une moyenne allant de 14 à 16,80 sur 20. Je puis d'ores et déjà vous assurer que ces 639 policiers sortants sont désormais aptes en termes de savoir-être et de savoir-faire policier à servir dans leur domaine de compétences respectives. Malgré leur nombre un peu réduit par rapport aux promotions précédentes, je peux sans aucun doute affirmer, comme l'internaute Jean-Claude Hamelin, que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Et là, Excellence, Monsieur le ministre d'État, cette 50e promotion est de qualité. Cette cérémonie a eu pour thème la formation du policier à l'aune de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Le parrain de la promotion, Zéphirin Diabré, a appelé ses filleuls à faire preuve de professionnalisme, à travailler dignement, tout en bannissant la corruption pendant l'exercice de leurs fonctions. Dans une société malheureusement gangrénée par le cancer de l'argent facile, vous avez l'impérieux devoir, mes chers filles, de rester dignement sur le sentier de l'intégrité. Un policier, comme tout autre fonctionnaire de l'État, devient un danger pour les citoyens et pour la nation quand il devient esclave de l'argent et commence à monnayer son service au plus offrant. Le pouvoir que donne l'arme chargée d'assurer la sécurité du citoyen peut malheureusement être source de tentation et d'égarement.
Un bon policier, comme dirais-je, tout bon agent de l'État, est un policier qui vise en permanence le professionnalisme. Le ministre de la Sécurité, Maxime Koné, lui a salué la qualité de la formation de l'École nationale de police. Il a par ailleurs exhorté ces éléments à combattre l'injustice et à respecter l'ordre et la loi. Pour le ministre Clément Sawadogo, représentant du chef du gouvernement, les attentes sont nombreuses vis-à-vis de ces policiers sortants au regard de la situation sécuritaire. Le policier que nous voulons voir aujourd'hui n'est certainement pas celui d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ou 30 ans, car le contexte a beaucoup évolué et aujourd'hui, les policiers doivent faire face à des situations qu'on ne connaissait pas avant. Et donc, c'est des policiers beaucoup plus endurants, encore mieux formés et avec rompus aux méthodes les plus éprouvées pour faire face à des bandits de grand chemin, pour faire face à des terroristes quelquefois. Cette 50e promotion de l'École nationale de police, qui a été baptisée Union Sacrée, est constituée de 453 sous-officiers de la police nationale et 186 fonctionnaires de la police municipale, dont 5 contrôleurs, 40 assistants et 141 agents. Et puis, vous vous en souvenez certainement, en début de ce mois, le Burkina Faso recevait 6 nouveaux ambassadeurs, dont celui de la Turquie, Nelgoum Erdemari. Après avoir rencontré le chef de l'État le 6 juillet dernier, la diplomate turque a été reçue en audience hier dans la matinée par le Premier ministre. Il s'est agi pour elle de présenter ses lettres de créance au Premier ministre. En outre, le chef du gouvernement et son hôte ont échangé sur les différents domaines de coopération entre le Burkina et la Turquie. Il s'agissait notamment de l'éducation et de la santé. Je propose d'écouter la diplomate turque à sa sortie d'audience. Alors, j'ai été honorée d'être reçue par le Premier ministre. C'était une occasion pour nous de voir tous les domaines de coopération que nous avons entre nos deux pays. Je me félicite de cette excellente coopération. On a vu combien cette coopération a été au très haut niveau, tant bien au niveau des visites de haut niveau entre les deux pays et tant au niveau des coopérations et dans le domaine de la santé et de l'éducation et tout autre domaine économique et commercial. On a revu tous ces domaines où on pouvait aller encore de l'avant. Nous nous avons mis d'accord de voir tous ces projets dans l'avenir à venir. Et nous allons nous rencontrer encore pour voir si ces projets ont été mis à jour et si on peut, encore une fois, pouvoir accélérer ces projets. Audience hier également au chef de file de l'opposition politique. Edi Kombouego a reçu l'ambassadeur du Royaume de Belgique en fonction depuis septembre 2020 au Burkina Faso. C'est une première rencontre entre les deux hommes et les échanges ont été jugés satisfaisants par le diplomate belge. Ils ont essentiellement évoqué des questions liées à l'économie, à la sécurité et à la diplomatie. L'invité belge est au micro de Fatima Tankima. L'actualité finalement a été bien riche depuis une dizaine de mois, raison pour laquelle finalement il leur a fallu tout ce temps pour rencontrer monsieur le chef de file de l'opposition, que je remercie encore une fois pour sa disponibilité. On a passé en revue l'actualité générale, évidemment il n'y a rien d'exceptionnel, si ce n'est que je sens évidemment chez monsieur le chef de file de l'opposition la volonté de continuer à fixer les grands enjeux qui sont sécuritaires, qui sont humanitaires, économiques, qui sont économie. On a pas mal discuté d'économie, je pense que c'était intéressant. La Commission électorale nationale indépendante CENI peine à mettre sur pied son nouveau bureau, faute de consensus entre les acteurs dans le choix du représentant de la société civile. Une situation sans surprise, selon le juriste Lassane Nikiema. Si vous prenez la préoccupation soulevée par l'opposition, techniquement ça tient. Parce que si effectivement ils ont des preuves que le représentant proposé par les autorités coutumières a une obédiance politique affichée, il va de soi que dans le fond, il y a un déséquilibre. Pourtant, c'est ce que la loi même voulait éviter en demandant à ce que ces autorités proposent quelqu'un. De telle sorte que la neutralité puisse être présumée. Mais si cette présomption est déjà
levée dès l'entame, ça pose sérieusement problème. Dans cette crise, c'est la candidature de Bonaventure Ouedraogo qui pose problème, selon le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Un candidat pressenti pour diriger la CENI selon le principe de la présidence tournante. Bon, malheureusement, la loi sur le code électoral ne dit pas clairement quelque chose sur cette présidence tournante. C'est comme des us et coutumes, c'est-à-dire c'est une tradition qui a été trouvée entre les représentants de... C'est un compromis. Voilà, c'est un compromis qui avait été trouvé. De telle sorte que, bon, si ce compromis, si de façon consensuelle, on venait à lever ce compromis-là, bon, normalement, il n'y a rien d'illégal. Et c'est là qui cause le problème et ça peut aussi constituer une insécurité juridique à quelque part. Selon notre juriste, toutes ces difficultés qui minent aujourd'hui l'installation des membres de la CENI résultent des textes qui régissent cette structure. Selon lui, le code électoral présente des lacunes dans le processus de sélection des membres devant composer le bureau de la CENI. Quand on regarde même la société civile, elle est un peu multiforme et il y a un organisme qu'on appelle le Conseil national des OSC même qui est là. Bon, finalement, dans tout ça, il n'est pas représenté. Il n'est pas consulté entre griffes. Donc, ça fait que depuis le début déjà, c'était des problèmes qui étaient prévisibles. Bon, maintenant, quand on arrive à ce que chaque entité propose son représentant, de telle sorte qu'on n'a pas prévu un mécanisme pour pouvoir contrôler ces personnes-là, ça cause problème. Et je pense que c'est cette situation-là qu'on vit actuellement. Quant à la récusation de Bonaventure Ouedraogo, voulu par le CEFOP, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation est incompétent, à en croire Lassane Nikiema. Il faut une décision juridique, a-t-il laissé entendre. Parce que quand on lit les textes, c'est comme si on avait donné l'autorisation ou bien la latitude à chaque entité de choisir ces éléments. De telle sorte que c'est difficile d'avoir, il n'a pas été prévu une entité pour contrôler ces personnes-là. Donc, dans l'hypothèse actuelle, bon, ce qui pourrait être peut-être possible, c'est que quand le ministre va refuser peut-être de récuser les gens conformément à ce que l'opposition demande, peut-être qu'il s'agit de juge pour qu'il statue. À défaut, ils vont demander à chaque entité de tirer des leçons, comme ce que la communauté islamique a fait, et je pense que ça devrait servir de leçon aussi aux autres entités. Pour éviter à l'avenir la situation actuelle, Lassane Nikiema propose la mise en place d'un organe externe en charge de l'analyse et de la validation des différentes candidatures. Il estime aussi qu'une rélecture des textes de la CENI pourrait résoudre un pan du problème, notamment celui en lien avec la présidence tournante. Rappelons que la cérémonie de prestation de serment des commissaires de la CENI, initialement prévue le 19 juillet dernier, a été renvoyée à une date ultérieure. Voilà un reportage signé Fatimata Nikiema. Santé, lutte contre le coronavirus. Le ministre en charge de la Santé poursuit les rencontres de plaidoyer pour une meilleure adhésion à la campagne de vaccination contre le Covid-19. Le jeudi, avec son équipe, le professeur Charlemagne Ouedraogo a été reçu par la Fédération des associations islamiques du Burkina Faso, FAIB. Tout en expliquant le bien fondé du vaccin contre le Covid-19, le ministre a précisé que les populations avaient désormais la possibilité de se faire vacciner avec les doses Johnson & Johnson ainsi qu'avec les doses d'AstraZeneca. Michael Toukri. Le professeur Charlemagne Ouedraogo, reçu par une délégation de la Fédération des associations islamiques du Burkina, FAIB. Entre les deux parties, il a été question de parler de la lutte contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso et la campagne de vaccination en cours. Le ministre de la Santé est venu plaider auprès de la FAIB afin que la population opte pour la vaccination, un moyen de se protéger contre la pandémie, mais aussi protéger son entourage. Nous sommes venus non seulement leur demander leur accompagnement, mais aussi à leur demander d'être toujours de nos côtés pour que nous puissions sensibiliser la population afin de pouvoir convaincre les uns et les autres et obtenir un engagement communautaire en faveur de la vaccination pour que nous puissions chasser la Covid-19 du Burkina Faso. Nous avons à ce jour plus de 33 000 personnes qui ont reçu le vaccin AstraZeneca sans souci majeur et nous allons poursuivre avec donc la combinaison sur le terrain des deux types de vaccins qui vont se côtoyer, qui ont la même efficacité. Chacun pourra faire le choix pour la vaccination contre la Covid. Ce qui est essentiel, c'est de se faire vacciner. C'est tous des vaccins qui sont homologués, qui sont d'une efficacité irréprochable, que nous utilisons au Burkina Faso et ailleurs.
Dans cette campagne de plaidoyer, le ministre de la Santé a une oreille attentive auprès de la FAIB afin que l'opération de vaccination soit un franc succès. Beaucoup de questions qui ont été posées. Moi-même, en tout cas, je pense que je me suis vacciné depuis le mois passé avec le ministère. Donc, mais en tout cas, alhamdulillah, jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, on n'a pas eu de problème. Ce que moi je demande à tous les frères et sœurs, en tout cas, c'est d'aller vacciner. C'est d'aller vacciner que ça va aider. Pour te protéger et toi-même et protéger ta famille, il faut que tu fasses la vaccination pour pouvoir protéger les autres. En tant que musulmans, vous savez que chaque jour, nous faisons 5 prières. Donc, ce n'est pas facile. À tout moment, on est ensemble à la mosquée. Si ça se trouve que tu as vacciné, que par exemple, c'est 70% qui ont déjà fait la vaccination, ça va aider. Donc, vraiment, nous demandons à tous les frères et sœurs, en tout cas, d'aller se vacciner. Débuté le 2 juin dernier, les chiffres font ressortir que moins de 400 000 personnes sont vaccinées contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Après la télédélaboration du projet de rapport 2020 du plan d'action triennal glissant PATG, les 15 et 16 derniers à Ouagadougou, c'est la ville de Koutgou dans le centre-ouest qui a reçu les acteurs d'élaboration du PATG 2021-2023. Cet atelier censé durer 4 jours permettra aux acteurs de donner un bon plan. Les détails de l'activité dans ce reportage de Fatima Tanikima. Du 21 au 24 juillet 2021, ces acteurs de la valorisation des résultats de la recherche et des innovations réunis en atelier vont devoir produire le PATG, le plan d'action triennal glissant 2021-2023. Un plan qui entre dans le cadre de la stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et des innovations SNVT. Concrètement, ces derniers vont procéder à la programmation et à la budgétisation des activités à mettre en œuvre pour la période 2021-2023. La recherche scientifique, les technologies impactent toute la vie de la nation et tous les ministères sont concernés. C'est pour ça que c'est vraiment pratiquement tous les ministères qui sont rassemblés pour pouvoir inscrire les différentes actions qui vont dans le sillage de la valorisation des résultats de la recherche pour que cela soit consensuel et que les résultats de la recherche et les innovations, les technologies puissent vraiment impacter réellement le développement socio-économique de notre pays. Pour marquer d'une pierre blanche leur implication dans ce développement socio-économique du Burkina Faso, ces hommes et femmes de la recherche et de l'innovation vont ces 4 jours durant travailler en groupe et en plénière, histoire pour eux d'échanger sur l'ordre du jour et par la suite procéder à la restitution des résultats. Nos attentes, c'est qu'on puisse avoir réellement un document qui sorte vraiment des sentiers battus, un document vraiment opérationnel qui ne soit pas théorique, qui permettent vraiment de suivre pas à pas la mise en œuvre de la stratégie nationale de valorisation des technologies, innovation et invention. Et cela, c'est pour pouvoir permettre, parce qu'il y a un cadre qui a été créé, qui est le comité de pilotage interministériel de la SNVTI. Donc ce document-là va être déposé à leur niveau pour qu'il y ait l'instance de validation. Pour mémoire, la stratégie nationale de valorisation des technologies, inventions et innovations a été adoptée par le gouvernement pour mettre en valeur les résultats de la recherche et des innovations. La mise en œuvre des activités de cette stratégie nationale, qui doit s'étendre sur la période 2020-2024, est coordonnée par l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et des innovations à travers un secrétariat technique. Le réseau des journalistes pour l'habitat et l'urbanisme a animé une conférence de presse hier 23 juillet au centre de presse Norbert Zongo. Cette conférence a pour but de promouvoir la politique d'un habitat décent pour tous les Burkinabés et d'une meilleure urbanisation de nos villes. Le réseau a également pour ambition de sensibiliser les populations et interpeller tous les acteurs intervenants dans le domaine du foncier et de l'immobilier sur les questions de l'urbanisme et de l'habitat au Burkina Faso. Engagé depuis quelques mois, le processus de relecture de la loi 057-2008 portant promotion immobilière divise le ministère en charge de l'habitat, les promoteurs immobiliers et les propriétaires terriens.
Une situation qui interpelle le réseau des journalistes et communicateurs pour l'habitat et l'urbanisme, d'où cette conférence de presse pour interpeller aussi bien l'État que l'opinion nationale. Pendant que se déroulait l'atelier national de validation de l'avant-projet de loi portant promotion immobilière le 15 juillet 2021, les promoteurs immobiliers ont boycotté cette rencontre importante qui doit aboutir à des réformes acceptables selon le camp. Ces derniers ont animé une conférence de presse pour marquer leur désapprobation au moment où se tenait cet atelier national. Face à cette situation, le réseau des journalistes et communicateurs pour l'habitat se pose des questions. Que fait le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme de la ville face au rejet de cette réforme par les propriétaires terriens? Quelles sont les actions entreprises pour amener les contestataires à la table de discussion? Qu'adviendra-t-il après l'adoption des réformes? Au regard de la situation et du caractère sensible de la question du foncier, le réseau des journalistes et communicateurs pour l'habitat et l'urbanisme exhorte le gouvernement à instaurer un cadre de dialogue qui prenne en compte toutes les parties prenantes. C'est de sa responsabilité d'organiser de larges concertations avec les différents acteurs pour permettre l'adoption des réformes consensuelles. Le ministère doit de ce fait rencontrer l'association des promoteurs immobiliers pour aplanir les divergences. Et les conférenciers du jour d'inviter également les promoteurs immobiliers, les propriétaires terriens à privilégier le dialogue. Cette conférence de presse est la première sortie officielle du réseau des journalistes et communicateurs de l'habitat et de l'urbanisme. Créé en 2018, il a pour but de promouvoir la politique de l'habitat, de l'urbanisme et de l'assainissement. Je vous le disais en début de journal, dans la ville de Sia, le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement, Éric Bougma, a procédé jeudi au lancement des travaux de réhabilitation des voies d'accès au port sec et de l'avenue Chalon en Champagne de Bourg-du-Lasso. Les travaux de ces infrastructures devraient durer 4 mois. Et pour la cause, 2,5 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Explication avec Joseph Koutkou. C'est parti pour les travaux de réhabilitation des voies d'accès au port sec et l'avenue Chalon en Champagne de Bobo-Dioulasso. Ce projet a pour objectif de faciliter la mobilité des personnes et le transport des marchandises dans la ville de Sia. Le top de départ a été donné par le ministre en charge des infrastructures et du désenclavement, accompagné de la ministre Adja Fatimata Sanon. Bobo-Dioulasso n'est pas seulement la capitale économique de notre pays, c'est aussi la capitale culturelle. Et les voies d'accès, les 2 voies d'accès, nord et sud, du palais de la culture Monseigneur Anselme Titiama Sanon, sont dans un état, il faut l'avouer, particulièrement difficile. Donc nous avons été instruits par le président du FASO pour représenter le Premier ministre ici ce matin pour donner le top départ de ces travaux. Ce sont des travaux de renforcement, de réhabilitation et de bitumage de 4,7 km de route en 2 fois 2 voies avec pistes cyclables. Ce projet a vu le jour grâce à la doléance de la Chambre de commerce et d'industrie dans le but de faciliter l'accès du port sec aux gros porteurs. On a tenu quand même à annoncer les recettes qui sont collectées sur nos infrastructures qui étaient de 100 milliards en 2020 et 126 milliards annoncés pour 2021. Alors, suite à l'extension qui est en cours, nous avons sollicité du gouvernement de voir réhabiliter les voies de desserte du port sec. Ce n'est pas la première fois que nous sollicitons le gouvernement pour nous accompagner dans le cadre de nos projets structurants. Cette cérémonie a été une occasion pour Éric Bougma d'annoncer le démarrage prochain des travaux de construction et réhabilitation de certaines voiries. Voyez la route Bobo-Orodara qui est en train de se dégrader et nous avons prévu d'intervenir là-dessus. Mais la route Banfora, Sidera-Dougou-Gawa et beaucoup d'autres routes sur lesquelles très bientôt, étant donné que les financements sont disponibles, nous allons pouvoir lancer ces travaux-là. En tout cas, Bobo-Dioulasso ne sera pas en reste. J'annonce ici le bitumage très prochain de la route de Leguema, également de la voie d'accès au CMA de Dafra, bien d'autres projets comme la voie d'accès au mausolée Gimbi Ouattara. Le projet est entièrement financé par le Fonds spécial routier du Burkina, FSRB. Pour un coût estimatif de 2,5 milliards de francs CFA,
L'Agence des travaux d'infrastructure du Burkina aura un délai de 4 mois pour terminer les travaux. Et justement, dans le cadre de son séjour à Bobo-Dioulasso, le ministre Éric Bougma a visité le chantier de l'avenue de l'Insurrection. Un retard considérable à noter dans l'exécution des travaux, mais l'entreprise en charge du projet s'est engagée à faire le nécessaire afin de livrer l'ouvrage dans les plus brefs délais. On reste avec Joseph Koutko. Après la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation des voies d'accès au port sec et l'avenue Chalon en Champagne, le ministre des Infrastructures et du Désenclavement a effectué une visite sur le chantier de l'avenue de l'Insurrection populaire. Ce chantier qui a connu un retard est actuellement en phase de finition. Aujourd'hui, l'avenue de l'Insurrection populaire est en cours d'achèvement. C'est vrai, il reste encore des travaux de finition à réaliser. Il reste des prolongations éventuelles à accomplir en fonction du budget dont nous disposons. L'assainissement qui a été fait devra être renforcé, mais en tout cas nous sommes heureux de constater qu'aujourd'hui l'avenue de l'Insurrection populaire va être achevée dans les jours qui viennent. C'est pour dire que c'est vrai, le tout n'est pas de lancer les projets, c'est surtout de les réaliser dans les délais et selon les normes de qualité qui sont requises. Le retard dans l'exécution des travaux de cette avenue avait causé beaucoup de désagréments chez les usagers, notamment les habitants du secteur 17. Et le ministre Éric Bougma de les rassurer tout en apportant des éclaircissements sur les raisons de ce retard. Ce n'est pas un projet d'une longueur extraordinaire. Donc il y a des raisons qui tiennent également à l'organisation de l'entreprise. Mais essentiellement pour ce projet, ce sont des raisons financières, parce que lorsque ces raisons financières ont été réglées, nous avons vu que l'entreprise a repris et jusqu'aujourd'hui, on s'achemine vers la fin de ce chantier. L'entreprise en charge de l'exécution des travaux rassure la population quant à la fin prochaine des travaux. L'achèvement du chantier n'est plus qu'une question de jours. Les gros travaux sont finis, sont achevés. Nous sommes sur les travaux de revêtement, c'est-à-dire les travaux de finition. C'est ce qui reste par croisement. Donc normalement dans quelques jours on va achever. Actuellement le taux est autour de 70%. En fait les 30 autres pourcents c'est toujours des travaux de revêtement qui sont très rapides à réaliser, mais qui donnent beaucoup plus de taux, quoi. Voilà, c'est ça que ce sont ces travaux qui restent. L'éclairage plus les pavés. Voilà. Avec une longueur de 1,6 km, les travaux de bitumage de cette avenue de l'Insurrection populaire, faut-il le rappeler, ont été lancés le 6 février 2020 pour un délai d'exécution de 8 mois. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée sur Truy TV. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain 13h pour le récap de la semaine. On reviendra sur les faits marquants de cette semaine. On parlera à nouveau de la fête de Tabaski. On reviendra également sur la crise à la CENI et bien d'autres sujets. Rendez-vous demain donc. Prenez soin de vous et n'oubliez pas votre entourage.